manchette. Plus de 2 millions de dollars amassés par Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean, un nouveau record pour l'organisme. L'Association des contribuables de Saguenay demande des excuses publiques à Michel Potvin et José Néron. Bonsoir, Mesdames, Messieurs, et bienvenue à cette édition du 12 février du Web Journal. Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean a amassé une somme record de 2 175 000 $ lors de sa campagne 2018. L'organisation a pu compter sur l'engagement de ses 24 partenaires pour multiplier les efforts nécessaires. Un reportage de Vanessa Primo. Plus de 200 représentants du milieu des affaires, d'organismes communautaires et de bénévoles ont assisté au dévoilement des résultats de la campagne 2018 de Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean ce matin à l'Hôtel Delta de Jonquière. Le cap de 2 millions a été franchi pour une troisième année consécutive, mais un nouveau sommet a été atteint. On parle d'une somme de 2 175 000 $ qui sera répartie dans les organismes de la région. Donc, nous, avec l'équipe de bénévoles, va recommander au conseil d'administration le meilleur investissement possible. Alors là, où les besoins sont les plus criants. On fait vraiment une analyse régionale, un portrait régional annuel des besoins pour justement répartir le mieux possible et de répondre à plus de besoins possibles dans la région. Un ajout de plus de 50 000 $ surpasse l'objectif initial de 2 125 000 $. Les besoins étant grandissants dans la région, le 1/3 de la population régionale soutient avoir besoin des services de Centraide. Les membres du cabinet doivent désormais répartir les dons. Des fois, des gens qui ont qui vont avoir un problème de consommation, mais qui vont avoir un problème également de santé mentale. Alors ça amène des défis supplémentaires aussi aux intervenants qui sont dans les organismes et qui font que les besoins sont de plus en plus grands là, un peu partout dans la région. Selon le vice-président des services financiers commerciaux de Saguenay, M. Louis-Philippe Lavigne, cette somme record témoigne de l'engagement des entreprises envers ce grand mouvement d'entraide et de solidarité qu'est Centraide. Alors que l'organisme Centraide a atteint son objectif, 97 organismes de la région pourront en bénéficier. Vanessa Primo, ATM Nouvelles, Saguenay. L'Association des contribuables de Saguenay demande des excuses publiques au président de la Commission des finances, Michel Potvin, et à la mairesse José Néron. Selon l'association, les propos de Mme Néron ne sont pas cohérents avec les directives gouvernementales. Guillaume Pelletier, le ministère des Affaires municipales, explique n'avoir émis aucune directive. Oui, tout à fait, Gabriel. Vous savez, la hausse de l'augmentation des taxes municipales à Saguenay continue de faire couler beaucoup d'encre. Et voilà qu'aujourd'hui, on apprend que les règles strictes du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, auxquelles Michel Potvin et José Néron faisaient référence, n'existent pas. On écoute à ce propos le co-porte-parole de l'Association des contribuables de Saguenay, Jean-Pierre Couture. Et hier, on a reçu une lettre nous disant, à notre grande surprise, qu'il n'existe aucune règle stricte, aucune norme comptable imposée à toutes les municipalités du Québec par le gouvernement pour fixer la croissance en pourcentage des taxes municipales. Gabriel, pour remettre en contexte, dans une lettre ouverte publiée dans le quotidien le 10 janvier dernier, l'économiste Gilles Bergeron a mentionné que la véritable hausse des taxes au Saguenay n'était pas de 3,9 %, mais bien de 5,2 %, ce que Mme Néron et M. Potvin se sont empressés de dénoncer. Et c'est là que ça devient intéressant. Ils ont mentionné que la Ville applique les règles strictes du ministère des Affaires municipales pour le calcul de la hausse de la taxe, et ces règles-là n'existent pas. Donc, à ce propos-là, on réécoute M. Couture. À notre avis, Mme la mairesse et M. Potvin doivent des excuses à l'économiste émérite Gilles Bergeron et également à la population de Ville-Saguenay. Qu'avait à dire le président de la Commission des finances à ce sujet? Eh bien, Gabriel, Michel Potvin a réitéré que l'augmentation des taxes est bien de 3,9 %, tout en mentionnant que le tout a été fait dans les règles de l'art. On l'écoute à ce propos. La Ville respecte la loi de la fiscalité municipale à la lettre. Et l'augmentation de taxes de 3,9 %, c'est le vrai chiffre. Que le monde dira ce qu'ils voudront, c'est ça le vrai chiffre. Nous autres, là, on a contacté Raymond Chabot avant les fêtes, suite à la sortie de Gilles Bergeron, et il a très bien expliqué ce que notre consultant faisait selon la loi sur la fiscalité municipale. Et est-ce que M. Potvin compte s'excuser? Non, Gabriel, il s'est même attaqué à la co-porte-parole de l'Association des contribuables de Saguenay, Mélanie Boucher. On l'écoute là-dessus. Si Mélanie Boucher
aurait un petit brin d'honnêteté intellectuelle, elle nous aurait téléphoné, puis on y aurait expliqué, au lieu de faire de la confusion médiatique partout. Puis je m'arrête là. Merci, Guillaume. Je Le vous en projet prie. qu'avait amené l'équipe du Renouveau démocratique lors de la campagne électorale de 2017 de faire de Saguenay une ville étudiante fait toujours parler. Le conseiller municipal Marc Bouchard soutient que différents aspects tels que le milieu de vie, la qualité de l'enseignement et le marché du travail sont importants à considérer pour attirer la communauté étudiante. En cette semaine de la santé sexuelle, Santé Canada rappelle qu'il est important de prévenir les infections transmissibles sexuellement, les ITS. Par le fait même, Santé Canada recommande d'utiliser proprement des moyens de contraception, de se renseigner adéquatement sur les pratiques sexuelles et de consulter dès que possible un médecin si l'on croit être porteur d'une infection. Après l'annonce du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs concernant la coupe de 680 000 mètres de cubes de forêt dans le secteur de la Kenogami, plusieurs questionnements ont fait surface au cours des derniers jours. Cependant, selon la porte-parole régionale du ministère, Catherine Thibault, il ne devrait pas y avoir d'inquiétude face à cette décision. Pour répondre à ces interrogations, ma collègue Anne-Laurie Asselin l'a reçue sur le plateau. Bonjour Catherine Thibault. Bonjour. Donc, selon en fait les constats, il ne faudrait pas retarder la coupe pour pouvoir bénéficier d'un plus grand nombre d'arbres. Quelles vont être les retombées économiques sur la région de cette coupe-là? La première chose à mentionner, effectivement, on travaille sur la base d'impératifs économiques, d'impératifs écologiques aussi, d'impératifs de sécurité. Dans ce cas-ci, c'est un plan spécial de récupération d'un volume de bois entre 500 à 600 000 mètres cubes dans des peuplements d'arbres, dans des peuplements forestiers qui sont affectés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette au sud, dans des secteurs au sud du lac Kenogami. Donc, par rapport à ce territoire-là, il y a environ 1000 emplois directs qui sont liés à l'activité forestière. Si on ne récolte pas les arbres qui sont dégradés, affectés par la chenille de la tordeuse des bourgeons de l'épinette, on va devoir se tourner vers d'autres peuplements sains pour aller chercher les volumes de bois nécessaires pour honorer les garanties d'approvisionnement qui sont déterminées dans le respect de la possibilité forestière. Si je vous fais un petit topo rapide, la possibilité forestière, c'est le nombre d'arbres qu'on peut récolter par année sans compromettre la capacité de la forêt de se renouveler indéfiniment. Donc, c'est respecté, mais dans ce cas-ci, on doit se dépêcher d'aller, se dépêcher. On doit récolter les arbres avant que ils sont morts, ils sont affectés, donc il y a eu plusieurs années de défoliation. La chenille les a affectés. On va parler de défoliation grave et il y a mortalité dans les peuplements. Ce qui va arriver, s'ils se dégradent, si on les laisse sur pied, ils vont se décomposer, relâcher progressivement le carbone atmosphérique qu'ils ont capté pendant leur croissance pour fabriquer, avec la photosynthèse, la matière ligneuse. Donc, si on les récolte et on les transforme à temps, on garde ce carbone atmosphérique-là qu'ils ont capté dans le bois, tant et aussi longtemps qu'on utilise les produits du bois. Donc, c'est vraiment un effet qui est très intéressant dans la lutte contre les changements climatiques. OK. Puis si on se tourne sur un côté un petit peu plus, je dirais, pour ce qui est de l'air protégé, en fait, parce que ça a fait l'objet d'un territoire qui était désiré pour être un aire protégé, ce territoire-là. Donc, est-ce que la population a des bonnes raisons de s'inquiéter face à la coupe? Non, pas dans ce cas-là, en fait. La première chose, vous l'avez mentionné, c'est un territoire d'intérêt pour une aire protégée. Oui. C'est un processus qui est géré par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques avec lequel on collabore. C'est sûr que tant et aussi longtemps que ces territoires d'intérêt-là n'ont pas franchi certaines étapes du processus qui a été convenu avec le ministère de l'Environnement, ils sont toujours dans la possibilité forestière, ils sont toujours susceptibles de faire l'objet d'une planification forestière. Mais le personnel du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans la région essaie autant que possible d'éviter de planifier dans ces secteurs-là. Alors, dans ce cas-ci, on a un aspect impératif en raison de l'épidémie. On a un risque de dégradation à court terme de la matière ligneuse, donc de perte de cette matière ligneuse-là. Donc, dans ce cas-ci, on a évité quand même les territoires d'intérêt. Si on prend la superficie totale de ceux qui se trouvent au sud du lac Kenogami, le plan spécial de récupération des bois va toucher à 6 % de la superficie totale des deux territoires d'intérêt. Donc, autrement dit, 94 % de la superficie des deux territoires d'intérêt pour une aire protégée au sud du lac Kenogami ne sont pas touchés du tout par le plan spécial. Donc, si ça peut rassurer la population, bien, ça me fait plaisir de le faire. Il va y avoir une consultation publique pour rassurer la population. Est-ce qu'il y a une date qui est prévue?
pour cette consultation-là? Oui, en fait, elle est en cours, en ligne, depuis hier jusqu'au 7 mars. Les gens peuvent aller consulter nos plans, nos planifications sur des secteurs d'intervention potentiels et exprimer leurs préoccupations ou leurs désirs pour des mesures d'harmonisation, par exemple, jusqu'au 7 mars. Ceci dit, il y a aussi des rencontres en soirée. Il y en a 4. La première était hier soir. La suivante sera demain soir là, à Saguenay, le mercredi. Il y en a d'autres la semaine prochaine aussi à Mistassini, à Saint-Félicien. Parfait. Et là, considérant qu'il n'y a pas de plan d'aménagement qui est fixe encore, est-ce qu'à la suite de ces consultations-là, il va pouvoir y avoir des modifications dans le plan d'aménagement? Concernant le plan spécial là, qui vise vraiment le sud du lac Kenogami, il y a encore certaines marges de manœuvre pour des mesures d'harmonisation avec les citoyens afin de mieux concilier les différents usages du secteur. Donc, il y a possibilité, quand les gens arrivent avec des demandes concrètes, de pouvoir modifier un peu les plans. Si je vous donne un exemple concret, on a travaillé avec la Ville de Saguenay pour justement réduire l'impact de la récolte sur le paysage, qui est vu par les résidents, qui est vu par les plaisanciers, qui est vu par les villégiateurs qui se trouvent sur la rive nord du lac Kenogami. Donc, dans la partie qu'on pourrait appeler encadrement visuel, on a remplacé une coupe de régénération, qui est une coupe un peu plus grande, par une coupe partielle, où là, on va aller récolter des tiges, mais en laissant quand même d'autres arbres debout, ce qui laisse un couvert forestier, mais qui nous permet quand même d'aller récupérer des arbres dans les peuplements qui sont affectés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Mais justement, ces nouveaux arbres-là qui vont naître dans les prochaines années, est-ce que ça va être possible qu'ils soient aussi affectés par la tordeuse de bourgeons? Parce que si c'est le cas, est-ce qu'on ne fait pas juste repousser le problème? L'intervention sert entre autres à augmenter la résilience de cette forêt-là par rapport à une prochaine épidémie. Donc, on va travailler avec la sylviculture à favoriser certaines essences, entre autres comme les feuillus, qui ne sont pas affectés, et aussi à prendre des essences qui sont moins affectées, comme l'épinette ou l'épinette, si je prends l'épinette blanche, par exemple, qui est moins affectée que le sapin. Le sapin a une plus grande vulnérabilité à ce ravageur-là que d'autres essences. Donc, on va effectivement travailler à diminuer la vulnérabilité de cette forêt-là face à une prochaine épidémie. Parfait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je m'entretenais avec la porte-parole Catherine Thibault du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Merci. Plaisir. Le Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire a donné le coup d'envoi aujourd'hui à un concours s'adressant aux jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En partenariat avec les Carrefours Jeunesse Emploi, le concours intitulé « Mon boss, c'est le meilleur » a été lancé dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Michael Thibault, quel est le but de cette initiative? Écoutez, il s'agit d'une initiative de mettre en valeur les employeurs engagés. Et l'objectif du concours, c'est tout simplement de s'assurer le partage de bonnes pratiques, d'identifier et de diffuser des modèles accessibles de persévérance, tout en déterminant et faire connaître les mesures d'accompagnement aux entreprises. Quelles sont les règles et comment les jeunes peuvent-ils y participer? Écoute, Gabriel, c'est simple. Les jeunes âgés de 15 ans et plus sont appelés à participer au concours. Les jeunes doivent inscrire sous une publication d'une des centres, en fait, des Carrefours Jeunesse Emploi de la région, le nom de l'employeur qui, en commentaire, en fait, pour participer au concours. Et ils doivent également compléter un formulaire d'inscription qui est disponible uniquement sur le web tout au long du concours qui se terminera le 15 mars. Connaît-on le prix de l'inscription? Les cartes cadeaux de 100 de Place Royon seront offertes aux gagnants. Le concours fera au total 3 jeunes gagnants, dont un gagnant par territoire de Carrefour Jeunesse Emploi. Et en plus de promouvoir les employeurs engagés en persévérance scolaire, un jury sera formé, comme l'explique le professionnel en intervention en persévérance scolaire au CREPAS, Pascal Lévesque. On l'écoute. Un jury sera mis sur pied et encore là, on aura un ambassadeur de la persévérance scolaire par territoire de Carrefour, qui sera notre employeur engagé en persévérance scolaire. Michael, comment le CREPAS voit-il la conciliation travail-études? Puisqu'elle contribue à positionner la conciliation travail-études comme un enjeu prioritaire dans la région, le CREPAS souligne que cet enjeu est de plus en plus d'actualité, vu le contexte de rareté de main-d'œuvre. Et Pascal Lévesque est d'avis qu'il reste encore du travail à accomplir. On l'écoute. On a encore beaucoup de travail, puis on sait que plus on avance en termes de points de diplomation, plus ça demande qu'on se concerte, qu'on ait des interventions en continu, cohérentes et en cohésion entre l'ensemble des partenaires, parce que le bout qui reste à faire, chaque point qu'on aura à gagner, devront être mis par des efforts constants là, de l'ensemble des partenaires de la région. Alors, ce concours, il s'agit d'une première initiative parmi d'autres qui seront annoncées au cours des prochaines années.
Merci, Michael. Ça fait plaisir. Les manœuvres du pilote originaire de Saint-David de Falardeau, Romain Desrosiers, lors de l'écrasement d'un hydravion au Bergeronne le 23 août 2015 auraient été trop risquées. C'est ce que mentionne le coroner Arnaud Sanson dans son rapport. Le vol touristique avait été emporté dans une vrille accidentelle avant de causer la mort de 6 passagers. Sur la scène sportive, en vue de la 54e finale des Jeux du Québec, près de 350 athlètes, entraîneurs et accompagnateurs ont assisté à une rencontre pré-départ donnée par l'équipe du regroupement Loisirs et Sports Saguenay-Lac-Saint-Jean hier soir à la salle Michel Côté d'Alma. La finale se tiendra à Québec du 1er au 9 mars prochain. Les élites de Jonquière ont terminé au 8e rang de la saison régulière. Leur fiche affichait 19 victoires, 17 défaites et 6 revers en temps supplémentaire. Ils affronteront les Gaulois de Saint-Hyacinthe en première ronde des séries éliminatoires le 26 février prochain en territoire ennemi. Anthony Toupin s'est entretenu avec l'entraîneur-chef Steve Thériault. Bonjour, Steve. Oui, bonjour. Steve, de quelle manière analyses-tu la performance de ton équipe lors de la dernière saison? Ça a été, on savait, là, en ayant sélectionné là, plusieurs jeunes en début de saison, qu'on allait connaître des hauts et des bas. Puis ça s'est avéré là, quand même là, positif cette année, là, une bonne progression de tout le monde. Puis on a su aller chercher là, la 8e place au classement. Donc une fiche de 500, là, c'était quand même convenable à l'approche des séries. Justement, tu mentionnes 8e position. Est-ce que c'est assurant que vous voyez votre équipe en début de saison? Bien, on ne s'attendait pas à nécessairement un rang parce qu'on ne connaissait pas là, les autres équipes. On avait fait des parties hors concours contre les équipes de notre division. On savait que notre division allait être très forte. Puis le fait, là, de progresser là, de match en match là, nous a permis justement là, d'atteindre cette position-là. Tu parles de progression. Est-ce qu'il y a des joueurs au sein de ton alignement qui ont élevé leur jeu d'un cran? Bien, tu sais, normalement, on avait 7 jeunes de 15 ans. 15 ans, là, avec l'expérience, 15 ans, là, va progresser sur les 7 à 8 mois là, que va durer une saison de hockey. Puis eux ont progressé là, énormément depuis le début de l'année, beaucoup plus de maturité dans leur partie, puis aussi en dehors de la glace. Puis en même temps, il y avait des bons vétérans là, comme Charles-Édouard Drouin en début de saison, Mikizu Awashish, deux joueurs là, qui étaient à leur 3e saison chez nous. Donc, il y avait des bons modèles aussi là, pour voir là, de quelle façon se comporter pour justement là, maturer puis de se présenter à l'aréna, de vouloir être meilleur là, de jour en jour. J'imagine. Vous avez perdu les services de Charles-Édouard Drouin, justement, qui a quitté pour les Voltigeurs de Drummondville. Est-ce que son absence a fait mal pour la suite des choses? Oui, parce que Charles-Édouard avait une chaise là, importante chez nous, puis il amenait beaucoup d'offensives. Ça a fait que il a été difficile à remplacer là, pour les 12 dernières parties de la saison régulière, mais le mandat avec Charles-Édouard, c'était ça. Une 3e saison, quand tu reviens, aurait dû là, faire le junior là, en août. Ça n'a pas été le cas, car Drummondville avait une bonne équipe. Il est allé les rejoindre aux fêtes, puis c'était ça l'objectif là, avec lui. Si on le prend sur un plan personnel, puis qu'on ait réalisé cet objectif-là avec lui, bien, c'est bien tant mieux. Personnellement, en tant qu'entraîneur-chef, qu'est-ce que ça vous fait de voir vos joueurs percer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec? Bien, que ce soit à travers la Ligue junior majeure ou autre, c'est un petit peu ça notre paye. En tout cas, moi, je l'ai toujours fait pour ça. J'ai jamais entraîné les jeunes ou une équipe là, dans un cadre de développement pour amener des bannières. Puis c'est surtout pour, justement, là, inculquer des valeurs, puis aussi là, que le jeune puisse atteindre ses objectifs. Puis quand on les voit graduer, c'est toujours là, un peu une fierté. Justement, il y a un joueur qui est sur le point d'être repêché, ton gardien de but, William Blackburn, éligible à être repêché comme premier gardien à être sélectionné au prochain repêchage. Est-ce que tu crois en ses chances d'être le premier gardien? William, il a surpris beaucoup de monde depuis le début de l'année. Il est présentement là, parti avec l'équipe Québec là, pour les Jeux du Canada. D'après moi, je pense même que c'est le premier gardien là, de l'équipe. Donc, comme tu disais, là, probablement un des premiers gardiens à être sélectionné au mois de juin prochain. Puis l'équipe qui va le sélectionner va avoir un gardien de premier plan là, dans son organisation là, pour les 3-4 prochaines années. Ah oui, ça, j'en suis convaincu. Est-ce que tu as commencé un peu à regarder la relève pour le remplacer l'année prochaine ou pas encore? Ça va être à lui de faire sa place là, dès l'an prochain. Par contre, là, on s'attend à ce qu'il soit de retour quand même. Sinon,
On a nos gardiens du midget d'espoir qui ont eu une bonne saison cette année, qui vont être à regarder. Puis les gardiens du Bantam aussi, là, Bantam 3A là, de notre territoire, là, qui vont être présents au prochain camp. Les séries éliminatoires commencent très bientôt. Vous allez affronter les Gaulois de Saint-Hyacinthe, l'équipe qui vous a éliminé lors du dernier challenge midget 3A. De quelle manière vas-tu préparer ta troupe pour essayer de prendre ta revanche? Bien, on a 2 semaines d'entraînement à prévoir. On va pouvoir justement aussi là, mettre l'emphase sur les entraînements hors glace pour aller chercher là, un petit peu plus au niveau de l'aspect physique, au niveau de l'endurance surtout, parce qu'on fait des 5 parties en une semaine dans ces temps-là. Puis le repos aussi va être important, mais au niveau, là, au niveau tactique, si on peut dire, ce qui va être important, ça va être de respecter leur vitesse, puis aussi là, de bien gérer là, les situations sans la rondelle pour les couvertures défensives, s'assurer qu'on va être hermétique, puis pouvoir justement se créer de l'attaque. Ça va être de contrôler beaucoup la zone neutre pour récupérer des rondelles, une transition rapide pour pouvoir contre-attaquer là, et passer du temps dans leur territoire au lieu de les laisser là, tourner là, dans notre zone à nous. Tu dis que tes joueurs vont disputer beaucoup de matchs en peu de jours. Au niveau scolaire, est-ce que ça vient déranger un peu le mode de vie du joueur? Bien, on va prévoir des séances d'études là, quand les parties sont à 19 h sur la route. Donc, on a des journées là, à l'hôtel qu'on va pouvoir là, prendre 1 heure ou 2 là, dans le jour après le dîner, par exemple, pour faire un peu de devoirs. Puis, c'est sûr que présentement, déjà, l'école est avisée que le 26 et le 27 vont être absents des cours. Puis, c'est à eux aussi de se responsabiliser avec les professeurs pour justement gérer l'absence de ces 2 journées-là à l'école. Steve Thériault, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à vous. J'étais en compagnie de l'entraîneur-chef des élites de Jonquière, Steve Thériault. On rappelle que le premier match des élites aura lieu à Saint-Hyacinthe le 26 février prochain. Le triathlète Pierre Lavoie et l'homme d'affaires Éric Larouche travaillent fort pour donner une bonne visibilité à la région en vue des championnats canadiens de ski alpin qui se dérouleront au Mont-Édouard du 23 au 28 mars 2019. Le duo apportera son aide à la station de ski grâce à son expérience en sport, en gestion d'événements et en tourisme. Le pavillon Wilbrod Dufour d'Alma organise un circuit à obstacles intérieurs pour financer l'option plein air le 23 février dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie. Son objectif est d'amasser un total de 10 000 $ pour l'achat de 15 paddleboards. La motivation du cofondateur du défi des 2 Mario, Mario Bilodeau, lui a permis de réaliser 3 traversées du lac Saint-Jean, même avec une clavicule cassée. Sa volonté de poursuivre les expéditions surpasse la douleur que cette blessure pouvait lui infliger. Michel Nadeau, pourquoi Mario Bilodeau tient-il autant à maintenir ce projet? Alors, il faut souligner que tout l'argent qui est ramassé dans le cadre du défi des 2 Mario, ça va directement à la fondation Sur la Pointe des Pieds, qui est une fondation, en fait, d'expéditions thérapeutiques pour des enfants atteints du cancer ou des jeunes aussi, un peu plus âgés. Donc, des gens qui ont été atteints ou en rémission du cancer. L'expédition va leur permettre vraiment de sortir de leur quotidien, de vivre une aventure qui va leur faire vivre des émotions fortes et leur donner le goût de continuer de se battre et de vivre. Le montant a été d'ailleurs très grand cette année. C'est un montant record de 252 000 $. L'événement, en fait, il est vraiment créé pour soutenir la fondation. Parce que les frais, en fait, se lèvent quand même à un bon montant. Par jeune, par exemple, ça va aller jusqu'à 5 000 $. Ça a des jeunes de partout au Canada qui peuvent participer à ces expéditions-là. Mario Bilodeau, il croit fondamentalement là, que des expéditions thérapeutiques comme celles que la Fondation Sur les Pointes des Pieds offre, c'est vraiment quelque chose qui va être bénéfique, qui va avoir un impact positif dans la vie des jeunes. On l'écoute. L'hôpital, les traitements, les médecins guérissent la maladie. Nous, on s'occupe plus du cœur et de l'âme. Ça a vraiment un impact. Là. Les conditions météo n'ont pas été faciles pour la 11e édition. Quel a été l'impact sur la traversée? Non, en effet, avec des vents de 70 km/h par moment, ça a été tout un défi que les participants ont fait face. Il y a même, en fait, l'itinéraire a même dû être écourté pendant le défi pour des raisons de sécurité. Donc, comme Mario Bilodeau l'a expliqué, c'est pas nécessairement le froid qui a rendu l'expédition plus difficile, même que ça apporte un petit quelque chose de plus et les gens ont beaucoup apprécié l'expérience malgré la température extrême. C'est tellement beau de voir le monde
Après chaque traversée, lorsqu'on arrive, exemple, si on parle de Roberval, on arrive à Pointe-Taillon, les gens qui arrivent là, c'est des gens d'affaires, des hommes d'affaires du monde, de tous les milieux qui viennent parce qu'ils croient à la cause, puis qui viennent aussi pour vivre un dépassement. Alors, plusieurs personnes qui participent une première fois vont même revenir les années d'après comme bénévoles tellement ils ont aimé leur expérience. Pour les quelques 124 participants qui ont réalisé le défi, qu'est-ce que cette expérience leur a amené? Donc, c'est un défi qui est mental et physique. Ça va amener les gens vraiment à repousser leurs limites. Les participants ont fait preuve d'une grande ténacité cette année. Mario Bilodeau tient à souligner leur dépassement. Tu sais, lorsque les conditions sont plus difficiles, lorsque le défi est plus grand, lorsque l'effort est plus grand, bien souvent la satisfaction est aussi plus grande, là. Chaque marcheur amasse 1 500 $ pour participer au défi. Depuis la création du défi il y a 11 ans, combien d'argent a été amassé au total? Donc, Mario Bilodeau estime environ 1,5 million de dollars. Merci, Michel. Ça m'a fait plaisir. Le ministère des Transports du Québec tentera de réduire les impacts de la tempête hivernale prévue ce soir et demain sur les déplacements. Selon les prévisions d'Environnement Canada, de la neige abondante et des vents violents s'abattront sur différentes régions du Québec. Le porte-parole régional du ministère des Transports du Québec, Philippe Girard-Bélanger, explique que leurs équipes seront en alerte. Toutes les équipes du ministère des Transports là, vont être mobilisées, incluant celles des entrepreneurs qui sont sous contrat pour le ministère. Donc, on parle au niveau régional là, que le ministère entretient plus de 2700 km de route. Donc, on parle un peu plus de 100 camions là, qui vont être sur la route là, pour faire face à la tempête de demain. Le ministère invite d'ailleurs les automobilistes à faire preuve d'une grande prudence et d'adapter leur conduite aux conditions. Fanny Michaud à la météo, on peut donc s'attendre à beaucoup de neige. Alors, Gabrielle, pour l'instant, tout est calme du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec une température de moins 18 degrés Celsius, mais ça devrait se gâter en soirée, malheureusement. Une tempête provenant du Midwest américain a fait son apparition dans l'Outaouais et Montréal en début d'après-midi et devrait faire son apparition dans la région en début de soirée, amenant avec elle 20 à 40 cm de neige. La tempête sera accompagnée bien sûr de vents forts et de la poudrerie sera produite, ce qui rendra les routes avec une visibilité pratiquement nulle. Donc on conseille fortement de rester chaudement à la maison ce soir et demain matin si possible, le temps que tout redevienne à la normale. Merci Fanny. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain pour une autre édition du Web Journal. Bonne fin de soirée.